Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 5e journée de la saison 2024-2025. Une journée avec nombre de matchs très tendus et très disputés jusqu'à la dernière minute, sauf peut-être La Rochelle-Lyon. On commence tout de suite avec le rugby club de Vannes qui recevait le Racing 92. Alors déjà, ce qui était très bizarre, c'est que c'était des équipes qui étaient contre le vent qui dominaient. C'est-à-dire que Vannes, en première période, a réussi à prendre le score et à mener à la mi-temps alors qu'ils étaient face au vent, et ils se sont totalement écroulés en seconde quand ils étaient avec. Mais pourquoi ils ont autant dominé en première mi-temps? C'est aussi grâce à une énorme débauche d'énergie des gros. Les deux essais qui marquent, ça a été grâce à des temps forts des avants, notamment celui de Rayassi, où les avants font le boulot, et puis après il y a une magnifique combinaison pour que les liés néo-zélandais aplatissent. Et le deuxième, c'est un moll, donc j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais bon, après, il y a eu plusieurs fois où j'ai trouvé qu'ils se sont beaucoup trop fatigués sur des séquences beaucoup trop longues, et ils ont pas trop utilisé le jeu au pied de pression ou d'occupation, alors que ils reculaient, et au bout d'un moment, quand tu recules, il faut remettre la pression à l'adversaire, donc tu mets une grosse chandelle ou tu occupes le terrain. Parce que du coup, en seconde mi-temps, les Racingmen ont étouffé les Vannetais. Et à cause de ça, le rugby club de Vannes a fait énormément de fautes, et la discipline, ça a été vraiment le cœur de cette seconde période. Si Vannes avait été plus discipliné, je sais pas s'ils auraient gagné, mais il y avait des chances. Surtout que Vannes manquait clairement de lucidité. Il y a eu plusieurs fois où en fait il y avait des décalages, notamment sur la dernière action où Thibaut Depaes envoie un parpaing à Tenivili direct en touche, et donc au final le Racing récupère la touche et tape en touche, une fois encore, pour gagner le match. Mais ça a été aussi le cas en première mi-temps, avec notamment j'ai une passe de Paul Surano qui n'arrive pas vers Francis Sailly, alors qu'il y avait clairement un décalage et il pouvait y avoir essai. Et le Racing était juste hyper réaliste et hyper conquérant devant, et c'est pour ça qu'ils ont pu se détacher un petit peu, prendre le score et assurer leur victoire. Un autre match qui a été vraiment tendu jusqu'à la fin, c'est Lyon-Bordeaux-Bègles qui recevait Bayonne. Bon, clairement, l'UBB s'est fait peur, mais c'est clairement à cause de son manque de régularité. Je trouve qu'en début de seconde période, les Bordelais devaient tuer le match. En effet, ils menaient, je crois, 15-10 à la pause, et après, il y a deux essais, à savoir de Thémo Mathieu et de Romain Buros, et donc là, ils menaient 27-10, un truc dans le genre. Et là, juste après ces essais, il y a eu un relâchement extrême avec la rentrée du banc qui n'a pas forcément été très importante, voire même qui a fait un peu régresser le niveau de l'équipe sur le terrain. Et à l'inverse, les Bayonnais ont joué leur va-tout et ont très bien construit leur seconde période pour aller chercher un bonus défensif. Du côté de Bordeaux, on avait notamment une espèce de tension que j'ai trouvé assez bizarre parce qu'ils avaient le score tout le match, et pourtant on les sentait un peu tendus, ils s'engueulaient, notamment une percée de Garcia sur l'aile gauche qui redonne à Biel Barré et qui fait en avant alors qu'il aurait pu la laisser. Et après, on le voit shooter dans le ballon, arriver sur le panneau publicitaire. Enfin, c'est des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de Bordeaux. Et surtout, sur un match comme ça, je trouve ça un peu étrange. Surtout qu'en plus, Bayonne a très bien joué le coup, parce que déjà, leur banc était dominant. Je pense notamment à Orabé, Scholz et tout ça. Mais en plus, en fin de match, quand ils voyaient que l'UBB était tendu, et juste, ils étaient là pour casser les couilles, ralentir dans les rucks, les faire péter un câble. Et ils ont eu totalement raison de jouer comme ça. Et ça a presque été gagnant. Malheureusement, Matteo Garcia existe, et il a une nouvelle fois donné la victoire aux Bordelais. On arrive sur le match qui a été le moins serré de tous, à savoir La Rochelle-Lyon. Bon, en première mi-temps, c'est globalement les Lyonnais qui étaient beaucoup plus agressifs que les Rochelais, et c'est pour ça qu'ils mènent d'un petit point à la pause. On avait en plus une charnière de La Rochelle qui était vraiment pas au niveau, je trouve. Kerbarlo a enchaîné les mauvais choix et a pas facilité le jeu à Russ, et même quand il y avait des bons ballons, Hugo Russ, je trouvais qu'il savait pas trop quoi en faire. Et j'ai remarqué aussi d'ailleurs qu'il y avait un changement de dispositif au centre, c'est-à-dire que c'était Seteni, qui est habituellement un 13, qui était utilisé dans le rôle de Danti, à savoir en 12 perforateurs. Et du coup, ça pose une question, en fait, comment on utilise Jonathan Danti? Je l'ai vu plusieurs fois décalé dans les couloirs des 15 mètres, mais est-ce que ça a vraiment une réelle utilité? Sachant que c'est pas le plus rapide, certes il est puissant, mais je sais pas. Franchement, je me pose la question. Du côté de Lyon, ils ont fait clairement un match sans complexe. Ils avaient fait beaucoup tourner leur effectif, comme La Rochelle d'ailleurs, et tous les joueurs qui étaient là jouaient à fond les coups. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils marquent leurs trois essais, à savoir celui de Pagerello et ceux de Marvin Okuya. C'est juste qu'ils y croient, ils jouent à fond, et même sur le dernier essai d'Okuya, où c'est un petit peu limite, ils se sont pas arrêtés de jouer, ils ont joué le truc à fond, et ça fait essai. Même si parfois j'ai trouvé qu'ils avaient un petit peu surjoué à relancer quasiment tous les ballons de derrière, notamment plusieurs actions de Nignashvili, de Radradra, qui relancent et qui après soit s'isolent, soit font des passes qui n'arrivent pas. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait la place d'aller chercher un bonus défensif. Et bon, après, c'est combiné aussi avec un La Rochelle beaucoup plus réaliste qui repart sur ses forces sûres, à savoir le paquet d'avant, avec une entrée de Skelton et de Antonio qui ont été vraiment très importantes dans le défi physique, vu que c'est des gros porteurs de balles. Ça a remis La Rochelle en ordre de marche, et au final, c'est comme ça qu'ils peuvent aller chercher
cette victoire et encore plus le bonus offensif au mental à la dernière minute. On passe maintenant à Stade Français Montpellier. Bon, c'était un match où le Stade Français a cru bien démarrer avec cet essai d'Akuaka qui finalement refusait pour un an en avant. Et après ça, le Stade Français, on voyait qu'ils étaient clairement pas sereins. Déjà, ils encaissent un essai un peu casquette, à savoir celui de Bernardet, je crois. Et puis globalement, ils sont dominés dans les collisions. Je pense, j'ai notamment une percussion de Marco Tolène sur l'Estérétien dévastatrice. Et le Stade Français n'y arrive absolument pas à développer du jeu. Surtout que comme Carvalho à La Rochelle, je trouvais que Brad Weber a fait un très mauvais match. Et ce qui mettait le Stade Français à la faute, surtout en première mi-temps, c'était que le MHR, en fait, ils aimaient bien insister dans l'axe avec leurs gros porteurs, surtout qu'ils avaient Chaluro-Villemc, bon, Villemc qui a pas joué longtemps, plus Tolègne, plus Simons, enfin bref, des mecs qui peuvent avancer rapidement et efficacement. Et c'est pour ça que Paul Gustard, Morgan Parra et tout le staff du Stade Français a fait quelques changements à la mi-temps qui a changé le style de jeu. Notamment, ils ont mis Carbonnet à la place de Henry et je trouve qu'il fait une excellente rentrée. On a de meilleures intentions et ça se voit que en fait, dès l'un des premiers ballons touchés par Carbonel, et c'est en première main d'Akuaka. Les Parisiens étaient aussi plus agressifs, ils ont gratté énormément de ballons ou du moins ils ont ralenti les rucks montpelliérains et c'est grâce à ça que ils ont déjà pas encaissé d'essais, mais que surtout ils ont pu récupérer des munitions et aller dans le camp de Montpellier, marquer des points et se détacher au score. Le machin ne reviendra finalement jamais. Et c'est con parce que je pense qu'avec la première mi-temps, il y avait un bonus défensif à aller chercher. Puisque les équipes en plus sont un peu taille-taille, j'en ai pas trouvé une qui était vraiment meilleure que l'autre. Deux équipes au même niveau, ça a été aussi Perpignan qui recevait la section paloise. Bon, déjà la première mi-temps, elle était plutôt agréable à regarder, et même le match dans l'ensemble, où c'était certes pas une pluie d'essais, mais il y avait beaucoup d'intention et beaucoup de rythme. On avait d'abord des Perpignanais qui tout le match ont proposé des courses tranchantes. J'ai notamment des courses de Nakalevu, de Giorgi Beria ou de Noé Della Chava. C'est vraiment ces joueurs qui ont apporté de l'énergie en attaque du côté du SAP. Alors que du côté de la section, on était plus à se la jouer patience, organisation, on jouait d'abord tranquillement avec les gros pour construire, et dès qu'il fallait mettre de la folie, on en mettait, à l'image de l'essai de la porte. Et d'ailleurs, la section paloise, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup franchi, ou en tout cas, ils ont beaucoup trouvé d'espace sur le couloir de Grand Didier, et j'ai trouvé qu'il a fait un match très intéressant. J'aimerais beaucoup le revoir à ce poste. Mais en seconde mi-temps, l'USAP a campé dans la moitié de terrain de la section paloise. Si ce n'est les 2-3 dernières minutes où Pau a réussi à aller dans la moitié de terrain de Perpignan, c'est-à-dire les plus importantes, vu qu'ils n'avaient pas encaissé de points et qu'ils menaient déjà depuis la mi-temps. Cependant, j'aimerais poser une question. Comment la section paloise a pu perdre ce match? Parce que si vous ne le savez pas, ils avaient le ballon jusqu'à la 79e et 54 secondes. Donc 6 secondes avant la sirène. Et pourtant, percussion de merde, déblayage de merde, pénalité, ensuite une faute à la con qui permet à Antoine Ocagne de marquer la pénalité de la gagne. Comment on peut manquer de lucidité à ce point après avoir fait un match défensif assez impressionnant, parce que mine de rien, ils ont défendu toute la seconde période ou une grande partie du mois sans encaisser de points. Et c'est quelque chose qu'il va falloir gommer à Pau, parce que s'ils veulent jouer le top 6, clairement ce genre d'erreur c'est à ne pas faire. Bref, on en a fini avec le multi-rugby, maintenant passons à Castres, Stade Toulousain, le match du samedi soir. Bon, c'était clairement un match hyper rude qui se basait sur de l'affrontement physique, sur du contact, sur du combat. Bref, tout ce que aiment les Castrés et les Toulousains. Avant la mi-temps, il y a eu d'énormes plaquages, je pense notamment à Joël Merclair qui a enchaîné les tubes. Il y a eu aussi cet énorme plaquage, cet énorme retour défensif d'Emmanuel Meafou sur Babio pour siffler la mi-temps. Enfin bref, vraiment ça s'envoyait de tous les côtés. Bon, j'aime le dire, mais je trouve que les 3 essais viennent des gros. Que ce soit celui de Ramos, d'Arata ou de Movaca. Et en première mi-temps, je trouvais que le CO était présent dans le combat, il s'échappait pas, il s'y filait, mais par contre, il fallait qu'il soit plus patient et plus précis quand ils avaient le ballon. Et c'est ce qu'ils ont fait en seconde période, sous l'impulsion d'un Papaeli qui a fait un match juste démentiel, qui était tout le temps dans l'avancée et qui a clairement martyrisé la défense du Stade Toulousain. Et c'est grâce à ça que Castres a pu infliger un 17-3 en seconde période, en étant beaucoup plus rigoureux dans leur jeu. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont marqué les points et qu'ils ont réussi un petit peu à se détacher et s'enlever la pression mise par le Stade Toulousain, ils étaient beaucoup plus dans l'occupation, ils surjouaient pas, ils essayaient de trouver des 50-22 ou en tout cas de faire reculer la défense de Toulouse. Surtout qu'en plus, ils étaient meilleurs devant, avec notamment la mêlée qui a concassé celle de Toulouse. Aldeguerri, on va en reparler plus tard. Et c'est pour ça que le Stade Toulousain n'a jamais pu insuffler des séquences de jeu que j'ai envie de dire à la toulousaine, avec le jeu debout, les passes, les courses tranchantes, si ce n'est la toute dernière action du match qui se termine par un en avant de Paul Coste. Et je trouve que cette action est un petit peu symptomatique en fait du Stade Toulousain de samedi soir, c'est-à-dire que là ils arrivent à déployer leur jeu, mais au final il y a toujours un truc qui manque. Il y avait une telle pression mise par les Castrés qu'au final ils ont même pas réussi à marquer et à aller chercher le match nul ou la victoire. Et enfin le dernier match, c'était Clermont
Toulon, un match qui ne restera pas dans les annales des Clermont-Toulon. L'ASM, j'ai trouvé qu'ils ont quand même pas mal tenté dans des conditions qui étaient vraiment affreuses pour jouer au rugby. Et Toulon s'est contenté, entre guillemets, d'être réaliste, et je pense que vu la météo, c'était ce qu'il fallait faire. Et bon, j'ai trouvé que le problème de l'ASM, ça a été clairement la conclusion, et c'était un peu ce qui s'est passé à Perpignan, puisqu'à Perpignan, ils ont marqué 0 essai. Il y a eu plusieurs fois où ils venaient dans les 22 de Toulon, mais il y avait toujours la dernière passe qui n'arrivait pas, ou alors un petit en avant, notamment en première mi-temps de Derrick Carrère, qui fait en avant juste au moment d'aplatir. En seconde mi-temps, en tout début, genre vers la 42e, il y a Baptiste Jonot, après une belle séquence des gros, qui fait une passe pour personne, récupéré par Gabin Villière. Enfin voilà, il manquait de la finition à Clermont, et c'est dommage parce qu'il y avait des belles intentions quand même. Et surtout qu'en plus de ça, ce qui fait que Toulon était devant pendant une grosse partie du match, c'était clairement leur indiscipline, puisque Serein était à 100%, et dès que c'était aux 45-50 mètres, bah ça faisait 3 points en plus pour Toulon. Et bon, je sais que vous allez vous demander qu'est-ce que je pense de la dernière action. Alors pour moi, il y a 3 situations à revoir. Déjà, Fritzli qui arrive sur le côté du moll. Bon, l'arbitre dit clairement que ce n'est plus un moll. Après, est-ce que c'est vraiment un moll ou pas? Moi, je pense que c'est une deuxième structure. Donc, effectivement, c'est plus un moll. Et dans ce cas-là, ça aurait dû faire pénalité contre Toulon, vu que c'est une deuxième structure. Et bon, bref, on va dire que c'était un plaquage de Fritzli. Juste après ça, on a un hors-jeu des Clermontois, sauf que l'arbitre le dit clairement que le ballon a été levé et donc que les Clermontois pouvaient monter. Donc là, rien à dire, il n'y a pas d'enjeu. Et enfin, pour moi, la dernière situation qui était la plus limite, c'est sur un des temps de jeu qui suit. C'est où il y a un plaqueur clermontois qui sort clairement pas de la zone et qui gêne même Baptiste Serein pour la libération. Et là, moi, je pense qu'effectivement, il y aurait dû avoir pénalité pour les Toulonnais. Et dans ce cas-là, je pense que le match était fini. Du coup, je comprends la frustration des Toulonnais, mais ceci dit, faut pas non plus remettre tout l'arbitrage de Monsieur Marbeau en cause. Ça arrive de faire des erreurs, et franchement, c'était un match très tendu, très compliqué aussi pour lui, donc faut pas non plus que sur les réseaux sociaux ce soit la foire et que ce soit limite du harcèlement à son encontre. Passons maintenant au top et au flop. En top, on va rester sur ce match avec Benramin Ourdapileta. Bon, déjà, face au Perche, il a été impérial, et puis globalement, j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien conduit le jeu de l'ASM dans des conditions parfois compliquées, en utilisant, je trouve, à très bon escient son jeu au pied. Après, j'ai parlé de Lucas Pérez-Blanc, le talonneur du Stade français. C'était clairement le Parisien qui a été le plus dans l'avancée et le plus dangereux, que ce soit dans les courses ou juste à la percussion. Et en plus, la touche du Stade français a été plutôt bonne sur ce match. Et enfin, le vrai top pour moi de ce match, c'est clairement Pierre Boudéan. Il a été hyper actif en fait en attaque et surtout en défense, vraiment. Il a fait énormément de plaquages et il a mis l'impact en fait qui permettait aux Lyonnais de reculer. Et puis il a été récompensé par ses 2 essais en bout de ligne avec sa puissance. En flop, je vais commencer par Alex Araté. C'est dommage parce qu'il faisait un bon début de saison, mais là, il est passé un peu à côté. Bon, déjà, il y a ce protocole commotion qui fait que peut-être qu'il a été moins lucide tout au long du match. Puis après, globalement, je l'ai pas trouvé aussi serein en défense que d'habitude. Et puis il y a ce carton jaune en fin de match qui coûte, je pense, très cher à Vannes. Le deuxième flop, c'est Daniel Bibi Biziou, qui je trouve s'est fait dominer dans le jeu, alors que d'habitude c'est un pilier mobile qui arrive à trouver des espaces ou à juste dominer les collisions. Mais là, il n'y a rien à dire en fait. Il s'est fait bouffer par Kerrian Brooks. En mêlée encore, ça s'est pas trop vu. Il y a cet énorme tampon que Brooks lui met alors que lui est en défense et Bibi Biziou en attaque. Et ça prouve qu'il n'était pas dans son match. Surtout qu'en plus, c'est lui qui fait la dernière percussion de merde à 5 secondes de la fin et qui du coup fait que Gorgadze plonge dans le rue. Et enfin, le dernier flop, je vous l'ai déjà dit, c'est Aldeguerri, juste parce qu'il est catastrophique en mêlée. Et franchement, je m'inquiète vraiment pour ce joueur et je pense pas qu'il puisse être sélectionné en équipe de France, sachant que la mêlée était son point fort, mais là, ça l'est plus du tout. 4 mêlées, 4 pénalités, un carton jaune. Au niveau du classement, alors on a toujours Bordeaux et La Rochelle qui sont devant avec Castres qui, du coup, sur sa victoire sur Toulouse, se replace à la 3e place à égalité avec Toulon et le Stade Toulousain. On a globalement un classement hyper dense où derrière on a Vannes et Montpellier à 6 points, mais on voit clairement qu'ils sont pas loin du niveau de jeu du Racing ou du Stade Français, voire même de Perpignan. Pour les pronos, alors on commence avec un Racing Toulon, et je trouve qu'il y a du mieux au Racing, même si Toulon c'est très dangereux, va falloir faire attention à ces Toulonnais cette saison, mais je vais quand même partir sur le Racing. Bayonne-La Rochelle, j'aimerais mettre Bayonne, mais je pense que La Rochelle va faire un coup chez les Bayonnais. Montpellier-Vannes, pour moi ça va être Montpellier, et voire même avec un bonus. Pau-Castres, je vois les Palois se ressaisir après du coup cette fin de match où ils devaient gagner le match. Bordeaux-Perpignan, je vois les Bordelais. Stade Toulousain, clairement, je vois Toulouse qui remet la marche en avant après 2 matchs sans victoire.
et voire même avec un bonus offensif. Et enfin, Lyon, Stade Français, je vois les Lyonnais. Cette vidéo est donc à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, m'écrire un commentaire et laisser un like. C'est des choses qui sont toutes connes mais qui m'aident grandement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bourrichon. Ciao ciao.